Bonjour à tous et merci d'assister à cette diffusion en ligne. Mon nom est Noémie Suma, je suis clinicienne enseignante à la faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Mon domaine d'expertise est la médecine zoologique, ce qui inclut en fait les lapins de compagnie et la médecine de refuge de lapins. Le MAPAC m'a demandé de vous faire une présentation aujourd'hui sur un sujet bien d'actualité, la maladie hémorragique du lapin. J'ai donc axé cette présentation principalement pour les éleveurs ou les élevages de lapins de chair, ainsi que les élevages de lapins de compagnie. En préambule, je tiens à souligner que cette présentation a été réalisée basée sur les données disponibles jusqu'en date en fait du novembre 2023. Donc comme c'est une maladie qui est quand même en constante évolution, il se peut que certaines de ces données ne soient plus d'actualité dans les prochains mois, années à venir. Pour commencer, en fait, je vais d'abord vous expliquer un petit peu le plan qu'on va suivre. C'est un plan assez classique. On va d'abord regarder, en fait, qui se cache derrière la maladie hémorragique du lapin, que je vais appeler MHL pour des questions de simplicité au cours de la présentation. Comment on transmet cette maladie, les présentations cliniques qu'elle peut avoir, comment diagnostiquer un cas, et puis on va parler aussi beaucoup de prévention. Et enfin, où aller chercher les informations. Comme je vous disais, c'est une maladie en constante évolution, donc il faut savoir où aller chercher les nouvelles pour cette maladie. On va donc d'abord commencer par l'agent étiologique de la MHL. Donc, c'est une maladie virale soudaine qui est très contagieuse et souvent mortelle. Elle va toucher les lapins domestiques et sauvages maintenant. On y reviendra un peu plus tard. C'est une maladie non zoonotique, donc ça veut dire en fait qu'elle n'affecte pas l'homme. C'est une maladie qui est listée par l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA maintenant, et c'est aussi une maladie à notification immédiate pour la SIA et le Canada, et aussi donc maladie désignée pour le Québec par le MAPAC. Donc c'est une maladie qu'il va falloir reporter en fait quand elle est suspectée ou confirmée, bien sûr. C'est un virus qui fait partie en fait de la famille des Caliciviridae du génus Lagovirus. Alors, les Lagovirus, ils regroupent en fait plusieurs virus possibles. Donc on a la maladie hémorragique du lapin, le RHDV en anglais pour Rabbit Hemorrhagic Disease Virus. J'ai aussi utilisé RHDV comme abréviation. On a aussi d'autres virus, en fait, d'autres calicivirus qui sont connus, mais qui ne sont pas pathogènes pour le lapin. Puis on a d'autres qui sont pathogènes, mais qui existent par exemple qu'en Europe, comme the European Brown Hair Syndrome Virus. C'est un virus à ARN simple brun non enveloppé. Alors souvent, vous allez entendre des vétérinaires qui sortent ces grands mots-là, et puis on se demande souvent à quel point c'est important de le dire. Mais en fait, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de savoir que c'est un ARN simple brun et qu'il est non enveloppé. Donc on va commencer par non enveloppé. Ça veut dire beaucoup de choses. Un virus non enveloppé, c'est un virus en fait qui n'a pas une enveloppe autour de lui. Cette enveloppe-là, elle protège d'habitude un virus, peut le protéger, mais c'est aussi comme une membrane qui est très sensible à beaucoup de choses. Donc le fait qu'un virus soit enveloppé, finalement, le rend moins résistant aux événements, aux éléments extérieurs. Alors qu'un virus non enveloppé, c'est un peu comme en parallèle, comme si c'était un virus qui n'avait pas besoin de manteau pour se protéger des intempéries dehors. Il est assez dur, assez résistant pour pas avoir besoin de ça. Donc un non enveloppé, en fait, il va être extrêmement stable dans l'environnement. Il va survivre au gel pendant de longues périodes. Donc ça veut dire que notre virus de la MHL, il peut persister des années à l'extérieur, notamment dans les carcasses, très très résistant. L'autre chose qui va avec le fait qu'il soit non enveloppé, c'est qu'il peut être résistant à de nombreux désinfectants. Donc ça va être important de faire attention à quels désinfectants vous utilisez pour vous en débarrasser. Et il va être difficile à détruire. Donc vous voyez, un petit virus, mais très costaud. L'autre chose aussi, donc virus ARN à simple brin, pourquoi c'est important? Puis des virus ARN à simple brin, vous en connaissez, enfin des virus ARN, connaissez vraiment bien un, c'est bien sûr la COVID-19. En fait, le SARS-CoV-2 est un virus ARN. Puis ces virus-là, la façon dont en fait ils se répliquent, ils se développent, ça passe par des processus qui laissent beaucoup de place à des mutations en fait, lorsqu'ils se répliquent. C'est le principe de ce type de virus-là. Donc ça veut dire, comme on l'a vu bien sûr avec la COVID-19, c'est qu'il y a place beaucoup de mutations, beaucoup de changements, et donc ça va être des virus qui vont évoluer au cours de temps, dont la pathogénicité peut évoluer. Vous l'avez vu, on a plusieurs formes de la COVID, ce ne sont pas toutes les mêmes. Ben, ce virus-là, en fait, la MHL peut faire la même chose parce que c'est un virus ARN. Donc important à connaître parce que il va montrer des variations au cours du temps euh, de ce qu'on sait avec nos lapins. Alors, on va faire un petit retour un petit peu en histoire parce que c'est vraiment intéressant de comprendre l'historique de cette maladie-là pour mieux comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et puis ça va vraiment vous aider à mieux comprendre la maladie. Alors, je vais faire un retour en arrière. En 1984, c'est la première fois que le virus a été rapporté en Chine.
De là, en fait, à partir de 1984, 2 ans plus tard, il a été, en fait, rapporté en Europe et à partir de là, ça a vraiment été endémique. Il s'est réparti dans tous les pays que vous avez ici en violet. Donc on en a, endémique donc en Europe, Asie, Afrique, Cuba, Océanie, donc Australie, Nouvelle-Zélande. Il a été même introduit par l'humain pour, en fait, gérer les populations de lapins sauvages. Quand on parle de l'Amérique du Nord, il y avait vraiment eu une grosse épidémie, en fait, au Mexique de 1980 à 1991 qui a, par chance, réussi à être éradiquée. Par contre, on avait quand même l'apparition de petits cas sporadiques aux USA et au Canada, de cette forme de virus-là. Ça, c'était vrai jusqu'en 2020. À partir de 2020, ça change, mais on va en reparler un peu plus. Donc en fait, ce virus-là, à l'époque, on l'avait appelé, donc il s'appelle en fait le RHDV1 ou RHDV-A, de souches un peu distinctes mais très similaires. Il avait la particularité, et je dis bien avait parce que vous allez voir, il va y avoir des modifications, de toucher que les lapins de plus de 11 semaines. Mortalité très haute, donc ça tuait quasiment 100% des lapins. Morbidité, donc le fait en fait de contaminer un lapin quand il est en contact avec, de 60 à 90%, 70 à 90%, ce qui est énorme aussi. Grosse particularité aussi, il touchait ce qu'on appelle nos lapins domestiques. Je vous ai mis le nom latin parce que ça va être plus simple pour vous repérer après. C'est Oryctolagus cuniculi. Donc lapin domestique ici en Amérique du Nord, lapin sauvage et domestique en fait en Europe. Les lapins domestiques en fait sont issus des populations de lapins sauvages à la base en fait dans la péninsule ibérique, donc tout ce qui est Espagne, Portugal. Et puis, en 2010, il y a eu l'émergence d'un nouveau variant qu'on a appelé le RHDV2 ou RHDVB selon les auteurs. Ce nouveau variant-là, en fait, on s'est rendu compte que c'était pas une évolution du RHDV1 qu'on connaissait. C'en était comme une émergence à partir d'autres calicivirus connus du lapin. On est plus ou moins du lapin. Et en fait, il est apparu, on ne sait pas exactement comment, on ne sait pas exactement pourquoi. Et il est apparu d'abord, en fait, en 2010 en France. Et à partir de là, en 5 à 6 ans, il est parti se répandre en fait partout à travers le monde. Donc en Europe, Afrique, Israël, Australie, Nouvelle-Zélande, Amérique du Nord. Et c'est devenu au cours du temps le sous-type dominant de la maladie. En fait, il a supplanté le RHDV1 pour vraiment être celui en priorité. Quelque chose qui a été assez tragique à l'époque, c'est que en Europe, on vaccinait déjà pour le RHDV1. Puis quand il est arrivé, ce RHDV2, en fait, on s'est rendu compte que les lapins vaccinés n'étaient pas protégés pour le RHDV2. Donc ceux qui avaient le vaccin pour le RHDV1 mouraient du RHDV2. Donc, ça a vraiment été une catastrophe à l'époque, en fait, dans ces pays-là. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement en Amérique du Nord et surtout au Canada, en fait, pour le RHDV2? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Je vous ai parlé de l'Europe, mais spécifiquement pour nous. Alors souvent, ce qu'on entend, c'est que le premier cas de RHDV2, donc pas le 1, le 2, est apparu en fait dans une petite ferme récréative à Montjoly, au Québec, sur un lapin de domestique de compagnie, avec une origine d'infection qu'on ne connaissait pas trop. Bien sûr, ces cas-là, ils ont été résolus et maîtrisés, puis ça ne s'est pas répandu. Par contre, c'est pas vrai en fait que c'était le premier cas. Au Québec, c'était pas nous, c'était le Manitoba en 2011. Il y a un article qui est un peu passé sous silence en fait, qui rapporte le premier cas de RHDV2 au Canada. Aussi lapin domestique, aussi résolu. Puis au cours du temps, on a eu comme ça des rapports de RHDV2, notamment en Colombie-Britannique, toujours sur des lapins domestiques errants ou domestiques de compagnie. On en a aussi un peu aux États-Unis où il y avait des petits cas sporadiques, des fois qui restaient un peu plus endémiques, donc qui restaient un peu plus dans la population. Et tout ça a changé en fait en 2020. En 2020, en fait, il y a une nouvelle vague d'épidémie appelée l'épidémie du Sud, qui a commencé au Mexique et qui était différente d'avant. Ça s'est vraiment répandu comme une traînée de poudre dans les États-Unis. Et pourquoi c'était différent? C'est parce qu'en fait, elle se répandait beaucoup plus et surtout, elle touchait pas que les lapins domestiques, les Oryctolagus, elle touchait aussi des espèces sauvages, ce qu'on appelle en fait les lépus, c'est les lièvres, et les sylvilagus, c'est tout ce qui est lapin de forêt, tout ça. Donc on s'est trouvé avec une émergence d'une nouvelle variation de ce virus-là qui touchait beaucoup plus d'espèces. Puis ça c'est vraiment comme enchaîné comme une traîne de poudre dans les États-Unis. Vous avez ici en fait, un map du RHD Awareness en fait, qui date c'est le plus récent d'août 2023, qui vous montre un petit peu les cas répertoriés de RHDV, donc de MHL aux États-Unis. Alors, ce que vous avez en vert kaki sombre ici, donc à gauche finalement de la ligne rouge, c'est les cas rapportés qui sont à la fois, il y a des cas à la fois dans la faune sauvage et dans les lapins domestiques ou domestiques errants. Puis à droite ici, le vert plus clair que vous voyez, c'est des cas uniquement rapportés dans les lapins domestiques.
Donc, vous voyez, déjà, il y a une belle division Est-Ouest au niveau des États-Unis entre les cas. Ça, on pense, c'est parce qu'en fait, on n'est pas trop sûr pourquoi il y a une division comme ça. On pense que c'est au niveau, en fait, ce qu'on appelle la barrière du Mississippi, qui a des changements au niveau qui fait que la faune sauvage arrive moins bien peut-être à transmettre de l'autre côté de cette barrière-là le virus. Puis surtout, ce que ça souligne, c'est que les lapins qui sont dans l'est des États-Unis, bah, ils ont attrapé le virus, mais pas par la faune sauvage. Ils l'ont attrapé de façon autre. Puis ça, c'est très important parce que ça, on va en reparler beaucoup après. Depuis août 2000, en fait, depuis cet été, en fait, depuis non, l'été de l'année dernière, en fait, c'est donc de l'été 2023, il y a de moins en moins de cas aux États-Unis, notamment grâce à la vaccination qui a été mise en place, puis la gestion de la biosécurité. Alors, vous voyez bien là, si on est collé à la bordure avec à la frontière avec le Canada, qu'on a des cas, bah, c'est clair que ça va traverser, pour arriver chez nous. Donc, ça, c'est arrivé d'abord par l'Ouest, parce que ça avait commencé aussi par l'Ouest aux États-Unis. Donc, on a d'abord eu, en fait, en 2021, des cas en Alberta, toujours des lapins de compagnie ou de compagnie errants, donc des Oryctolagus, qui donc étaient en Alberta. On en a eu un petit peu en 2022. En 2022, c'est monté, en fait, finalement en Ontario. Vous avez certainement dû entendre parler des deux éclosions qui a eu lieu sur des lapins sur des lapins de compagnie en Ontario. Ensuite, la British Columbia a eu en fait des cas elle aussi, pour finir par Montréal en juillet 2023. Vous avez tous certainement entendu parler de cette éclosion de deux lapins de compagnie d'un même foyer en fait qui sont morts de la MHL. Alors, c'est quoi la différence entre le RHDV1 et le RHDV2? Alors, on a parlé déjà un petit peu de la répartition, elle est très similaire. Par contre, les grosses différences, c'est que le RHDV2, donc le nouveau, il va toucher les lapins de tous les âges, contre plus que 11 semaines pour la première version. Au niveau des mortalités, morbidités, au début, il était un petit peu plus gentil que le RHDV1, mais au fur et à mesure des évolutions, des mutations, on se retrouve avec des souches qui sont aussi mortelles et qui atteignent aussi facilement tous les lapins avec lesquels elles sont en contact. Donc, vous voyez, maintenant, on est facilement proche du 100% avec des morbidités supérieures à 80% au fil du temps. Grosse différence aussi, très très importante, c'est que ça touche plus que les lapins de domestiques. On a dit les lépus, les civilagus, potentiellement aussi les picas qui ne sont pas des léporidés, mais bon, je vous les ai mis. Mais aussi d'autres espèces. Il y a par exemple des articles qui rapportent des chevrotins en Chine et des blaireaux d'Europe qui auraient développé en fait des signes cliniques avec des tests qui sont sortis positifs pour ce virus-là. Mais il y a un peu besoin d'un peu plus de recherche pour vraiment prouver le lien, causalité entre le virus et la maladie chez ces espèces-là, mais potentiellement pourrait affecter beaucoup plus d'espèces qu'on pense. Donc ça, c'est en fait une diapositive qui vous montre un petit peu les espèces de lapins de la faune sauvage aux États-Unis. Donc en date du 1er août, il y a 9 des 15 espèces natives de lapins et de lièvres aux USA qui ont été rapportées affectées par la maladie hémorragique du lapin. Et ça, c'est important que je vous le mentionne parce qu'en fait, on a des espèces en commun avec les États-Unis. Alors au Canada, qu'est-ce qu'on a exactement? C'est cette diapositive-là. Donc bien sûr, vous avez les lapins domestiques de compagnie, et bien sûr ceux qui ont été relâchés dans la nature alors que ça ne devrait pas, les errants, les lapins domestiques errants, qui sont donc les Eructolagus. Ce qu'on a aussi donc au Canada, c'est des Civilagus et des Lépus. Donc là, je vous ai cité un peu les espèces. En bleu, c'est les espèces natives au Québec. Donc lapin à queue blanche, lièvre d'Amérique, lièvre arctique. Ce qui est entouré en rouge, c'est ceux qu'on a en commun avec les États-Unis qui ont été rapportés comme pouvant contracter la MHL. Donc vous vous rendez compte que quand on regarde ça, bah, il y a matière au Canada, enfin en tout cas au Québec aussi, d'avoir en fait une atteinte de la population de la faune sauvage par la MHL assez facilement. Juste une note à part entière, le lièvre de Townsend, il est commun avec les États-Unis et le Canada. Il est présent dans les zones où il y a plus de MHL rapportés aux États-Unis, mais bizarrement, il n'a pas encore été rapporté. Alors, est-ce que c'est juste qu'il est plus rare ou moins facile, ou qu'on on n'est pas tombé sur des lièvres infectés, ou qu'il est plus résistant? Ça, on ne le sait pas. Une chose aussi intéressante à noter, puis à mettre un petit grain de sel avec ça, c'est que pour l'instant, en date de novembre 2023, il n'y a aucune déclaration d'infection sur des lapins, donc des léporidés, de la faune sauvage au Canada, contrairement aux États-Unis. Donc il n'y a pas de lapins de la faune sauvage qui ont été rapportés comme positifs. Ceci dit, je disais un petit grain de sel, c'est pas toutes les provinces qui ont des programmes de surveillance. Le Québec n'a pas de programme de surveillance à l'heure actuelle, en novembre 2023, pour la MHL.
On en a en British Columbia et puis on en a aussi en Ontario, mais les autres provinces n'en ont pas forcément. Donc ça se peut juste qu'on les loupe qu'il y en ait, mais qu'on ne soit pas capable encore de les dépister parce qu'il n'y a pas de programme de surveillance qui vise à ramasser les cadavres en nature pour les mieux les tester. Donc potentiellement, il y en a, mais à date, c'est pas clairement, en fait, on ne l'a pas rapporté dans nos données. On va maintenant passer à la transmission de la maladie. C'est vraiment très intéressant et très important à comprendre. Alors, c'est une transmission orofécale, donc de la bouche avec les selles, nasale, donc si le lapin aspire, enfin respire des particules virales, il peut se contaminer, et conjonctivale, mettons s'il y a des sécrétions qui arrivent sur ses conjonctives, comme les yeux, il peut se contaminer. Deux modes de contamination importants, le contact direct. Ça, c'est de lapin vivant à vivant. Donc, c'est un contact direct entre deux lapins nez à nez. On peut aussi avoir un contact direct, mais avec des matières inanimées de lapins infectés. Donc, carcasse, peau, viande, sel, urine, tout ça, ils ont le potentiel d'infecter en fait un lapin vivant. Très, très important pour cette maladie-là, c'est les contacts indirects, notamment via ce qu'on appelle les fomites. Les fomites, c'est des objets inanimés qui peuvent en fait porter sur eux le virus et le transmettre. Là-dedans, par exemple, on va avoir le foin, la litière, l'eau, les personnes notamment sous la semelle des chaussures de personnes qui ont marché, qui ont en fait marché sur des zones infectées. On a aussi les insectes qui peuvent transmettre la maladie. Alors, on n'a pas beaucoup d'études sur les insectes au Québec à ma connaissance, j'en ai pas vu, mais il y en a en Australie. Mais ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que pour les insectes piqueurs, donc ceux qui vont aspirer du sang, ces insectes-là, en fait, comme les moustiques, ils peuvent aspirer du sang avec du virus d'un lapin contaminé, mais le virus ne va pas survivre très longtemps dans l'insecte, que quelques heures. Donc potentiellement, tout ce qui est mouche noire, brûlot ou moustique, ils ont un potentiel un peu limité de contamination entre les espèces parce qu'il faut qu'ils piquent rapidement un autre animal pour l'infecter. Par contre, les mouches, comme les mouches classiques, qui se déplacent de carcasse en carcasse, elles présentent un gros risque en fait de vecteur parce qu'elles peuvent se poser sur la carcasse, avoir des particules virales sur elles, sur leurs pattes, sur leurs ailes, et transmettre comme ça, en bougeant, des particules virales. Donc pas directement infectées à l'intérieur d'elles-mêmes ou avec le virus à l'intérieur d'elles-mêmes, mais à l'extérieur et le transmettre comme c'est un virus qui est très très résistant. Les prédateurs aussi peuvent déplacer en fait le virus en mangeant les carcasses infectées, les charognards, les oiseaux. Donc ils ont un potentiel en fait de les disperser ailleurs en se déplaçant. Il ne faut pas vraiment une grosse dose de virus pour infecter un lapin, malheureusement. Ça prend une petite dose. Donc ça, c'est embêtant parce que c'est pas parce qu'il y en a qu'un petit peu que ça va empêcher votre lapin de se faire infecter. Faible dose infectieuse et extrêmement résistant. Je le dis, je le répète, c'est vraiment quelque chose d'incroyable comme il est résistant. Il va résister à la congélation. Vous prenez une carcasse de lapin infecté, vous la mettez au congélateur, vous le décongelez, c'est encore infectant. Ça veut dire que le virus est encore là, il est capable d'infecter encore un autre lapin. Aussi très résistant à des pH, pour ceux qui connaissent un peu pH supérieur à 12, c'est énorme. Vraiment très, très résistant. Je vous ai mis un petit peu ici ce que j'ai trouvé dans la littérature pour vous donner de combien de temps il est résistant, parce que c'est bien beau qu'il soit résistant, mais des fois, c'est une question de durée aussi. Donc, juste pour vous donner une appréciation. Si je prends un lapin, cadavre en décomposition dehors, lapin de la faune sauvage meurt, ça peut être infectant pour les autres pendant plus de 90 jours. À 4 degrés, donc au frigo, si je prends mon lapin infecté, je le mets au frigo, 225 jours. À température pièce, 105 jours dans les études. À 37 degrés, 3 à 7 jours. Puis mettons si je mets mon lapin au four pour le cuire et que je le donnais après à, je sais pas, mon chien ou un bout à mon chien, c'est 1 heure à 50 degrés, donc ou 112, 122 Fahrenheit pour le tuer. Donc vraiment, vraiment, vraiment résistant. Et puis donc bien retenir, ça va résister dans la viande de lapin réfrigérée ou congelée pendant très longtemps. Donc les abats par exemple qui sont utilisés pour du barf pour les chiens, pour nourrir des chiens en fait en nourriture, en alimentation carne crue, il y a un potentiel aussi là-dedans, qui transmettent après à d'autres, aux lapins de la maison. Autre chose aussi à souligner, c'est la contagiosité des survivants. Donc on prend un lapin, il a été infecté, mais il n'est pas mort, c'est pas fréquent, enfin, ça peut arriver. Ce lapin-là, en fait, potentiellement, il peut continuer à excréter le virus, même s'il va bien, pendant 42 jours ou plus, jusqu'à 105 jours en expérimentation. Donc vous avez un petit lapin, en fait, qui finalement est redevenu correct, mais qui est vraiment une petite bombe à virus qui vous excrète ça partout. Autre chose aussi, c'est qu'on peut avoir des porteurs asymptomatiques. Alors, un porteur asymptomatique, c'est un lapin qui a été exposé au virus, mais il n'a jamais montré de signe clinique. Il a toujours eu l'impression qu'il a tout été correct. Lui aussi, en fait, même s'il n'a pas développé de signes, il peut être porteur du virus et l'excréter pendant jusqu'à 2 mois. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de signes qu'ils ne sont pas forcément porteurs quand ils sont exposés.
Quelque chose de logique aussi, c'est qu'on a des recrudescences, bien sûr, de la contagiosité quand on a des périodes de rassemblement entre lapins. On le voit beaucoup avec la faune sauvage. Les périodes de reproduction, en fait, pour la faune sauvage, ça fait des pics au niveau de la MHL dans d'autres pays. Alors, pourquoi le RHDV2, en fait, il a supplanté le RHDV1? Qu'est-ce qui fait que maintenant, c'est lui le plus important par rapport à l'ancienne forme? Ben, il y a plusieurs raisons, on les a un petit peu vues, mais c'est un rappel. Il y a un taux de transmission qui est élevé, aussi élevé que le RHDV1. Virulence qui maintenant est devenue aussi élevée que celle du RHDV1. Il infecte les jeunes lapins, ce que faisait pas l'ancien. Donc lui, c'est vraiment tous les âges des lapins et surtout beaucoup de plus d'espèces infectées qu'avant. Donc ça contribue vraiment à ce qu'il ait pris le pas sur le RHDV1. Alors souvent, on se demande, mais c'est quoi l'origine exacte de l'infection? Quand on a des cas, on cherche à savoir comment c'est rentré. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré le map du RHDV Awareness où on se disait, bah, tout ce qui est à droite finalement de ma ligne rouge, ça c'est une contamination indirecte potentiellement parce qu'il n'y a pas de cas dans la faune sauvage. Donc ça veut dire via des fomites, via quelque chose. Et donc malheureusement, on n'a pas beaucoup de données en fait pour savoir comment les plupart des cas se font infecter. Il y a Dr France Harcourt Brown, qui est une vétérinaire spécialisée, qui fait beaucoup de lapins de compagnie pardon, en Angleterre, qui a essayé de trouver un petit peu ça. Donc, elle a fait ce qu'on a un questionnaire tout venant. Elle a envoyé un questionnaire pour essayer de voir un peu déterminer la source d'infection des lapins mourants de RHDV2. C'est une étude qui a été faite sur 3 ans, donc en Angleterre, de 2017 à 2020, et elle a regardé 180 éclosions dans différents pays, beaucoup plus bien sûr en Grande-Bretagne, là où elle pratique. Vous voyez qu'il y a Allemagne, Canada, Malte, Suède, Hollande. Puis c'était principalement des lapins de compagnie, mais vous voyez qu'il y avait un peu de lapins d'élevage et un petit peu de refuge. Important de comprendre que c'est un questionnaire tout venant, donc tout le monde pouvait vétérinaire, tout le monde pouvait répondre vétérinaire ou particulier. Aussi intéressant de comprendre que tous les cas n'étaient pas confirmés. Il y a juste 73 cas qui étaient confirmés par des tests moléculaires. Les autres, c'était juste des suspicions. Suspicions par le propriétaire, suspicions par le vétérinaire, mais ça reste des suspicions. Donc comprendre que ce n'est pas des données les plus fiables non plus, mais c'est quand même des données intéressantes à regarder, comme on manque d'autres données. Alors par contre, donc elle, à travers tout ça, quand elle a regardé son questionnaire, elle a essayé d'évaluer les possibles facteurs qui pourraient en fait prédisposer à avoir une infection du RHDV2. Donc c'est pas prouvé, mais c'est ça qu'elle a retrouvé dans son questionnaire. D'abord, c'est l'accès à l'extérieur. Ensuite, des propriétaires qui seraient rentrés en contact avec la faune sauvage en marchant dans des zones ou en marchant dans des zones avec des lapins sauvages, donc via les semelles des chaussures. Et enfin, des visites chez vétérinaires ou les refuges, donc finalement des mélanges de lapins. Alors ça, c'était juste pour vous souligner un point important, en fait, dont je vais revenir dans les parties un peu plus bas. C'est vraiment, ça va être très très important d'avoir de bonnes pratiques de biosécurité pour protéger votre élevage, parce que c'est comme ça qu'il va rentrer dans vos élevages. Donc vraiment important de mettre l'accent là-dessus, on va en reparler beaucoup après. On passe maintenant aux présentations cliniques. Alors, variable est dans le titre, et je répète, c'est vraiment important de comprendre que c'est des présentations cliniques qui peuvent être variables. Donc on l'a vu, on peut avoir des porteurs asymptomatiques, il n'a aucun signe. Après, on peut avoir un lapin mort sans signe clinique. Vous arrivez, il est mort, il n'y avait rien avant, rien après. Ou il meurt devant vous et puis il n'y avait jamais eu de signe clinique. On peut avoir des formes aiguës, en fait, où il y a un petit peu de signe avant, puis il meurt. Donc ça va être par exemple abattement, léthargie, une forte fièvre, si jamais vous mesurez à plus de 40 degrés, et le lapin décède. Ou alors on peut juste retrouver un lapin en état de choc, donc sur le côté, en train de mourir, et puis il meurt. Ça, c'est les deux formes aiguës possibles. Maintenant, avec cette forme-là, le RHDV2, en fait, on voit apparaître des formes subaiguës à chroniques. C'est dans 5 à 10 des cas. Là, le lapin va avoir le temps de montrer un peu plus de signes avant de mourir. Donc, on va avoir abattement, léthargie, donc anorexie, donc il ne mange pas ou moins, perte de poids, ictère, donc ictère, c'est coloration jaunâtre des muqueuses, comme les muqueuses des yeux, ou alors les muqueuses des séreuses à l'intérieur du corps, ou alors les gencives, à cause d'une déficience au foie. On va avoir aussi d'autres signes cliniques comme le stase digestif, c'est ce qu'avaient les 2 cas de Montréal, anomalie cardiaque, avec des anomalies de battement cardiaque, des souffles, et aussi des signes neurologiques, un lapin qui titube, qui se tient pas bien. La mortalité, c'est souvent assez rapide. Dans les cas chroniques, on peut aller jusqu'à 1 à 2 semaines avec le foie qui lâche. Finalement, il meurt d'un foie qui marche, qui fonctionne plus. Avant, avec le RHDV1, le signe d'appel de la maladie, c'était vraiment d'avoir de l'épistaxis, qui est donc du sang qui coule du nez. Ça, c'est plus vrai avec le RHDV2. Il peut le faire, mais vraiment moins fréquemment que le RHDV1. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de sang qui coule du nez que ça peut pas être une MHL maintenant. Les survivants, ils vont présenter une forte immunité spécifique aux variants, donc ils vont être protégés
À l'heure actuelle, on ne sait pas combien de temps. En fait, on n'a pas encore déterminé la durée de la protection des anticorps par une infection naturelle, mais ils seraient protégés pendant quelques temps, bien qu'ils peuvent excréter le virus, comme on l'a vu pendant plus de 42 jours. Ici, je vous ai fait en fait un tableau qui résume tous les signes possibles qu'on peut voir avec la MHL. Donc, vous voyez, conjonctivite, inflammation de l'œil, des difficultés respiratoires, la perte d'appétit, des signes neurologiques, donc ataxie, le lapin va tituber, paralysie, il est plus capable de bouger un ou plusieurs membres, d'hémorragie oculaire, donc du sang qui coule des yeux, l'épistaxie, donc on parlait, fièvre, mais ça peut être aussi de l'hypothermie, des fois ils arrivent directement en hypothermie. Perte de poids et puis ça, il y a une petite note fréquent. Alors, il y a eu une présentation de docteur Amanda Jones en 2022. Cette vétérinaire-là, elle fait beaucoup d'élevage de lapins de compagnie aux États-Unis, vraiment beaucoup. Et elle, son signe d'appel pour la MHC que trouvait en priorité, c'était la perte de poids sur plusieurs lapins, si jamais vous les pesez. Bon, des fois, c'est pas évident à évaluer. Mais en gros, c'est ça qu'elle mettait en premier dans les signes cliniques qu'elle voyait, elle, dans les élevages de la compagnie aux États-Unis, avec la forme de MHC qu'elle avait. Ictère, donc la coloration jaunâtre des muqueuses qui est un peu plus rapportée en Europe mais qui peut arriver ici. Mortalité, en général, ils ne peuvent pas forcément plus que 48 heures. Stase digestive, comme tout lapin qui ne file pas, ils peuvent bien sûr entrer en stase. Les anémies cardiaques, déjà mentionnées. Et puis, un autre point, c'est, donc ça touche les lapins de moins de 11 semaines. Ceci dit, retenir que ces jeunes lapins-là ont plus de risque de faire une forme subclinique. Donc, on ne voit pas forcément beaucoup les signes, ou il n'y en a pas ou très peu. Donc, se méfier avec ça. Alors, souvent, ce qu'on veut, c'est vous montrer une belle photo d'un lapin atteint de la maladie pour que ça puisse être plus parlant pour vous et que vous ayez ça en tête pour vous y référer. En fait, j'ai cherché des photos de lapins qui avaient vraiment été confirmés, maladie hémorragique du lapin, le RHDV2, pas le 1. Puis j'ai d'abord contacté, en fait, j'ai pas contacté plusieurs personnes au Canada, j'en ai pas eu. Malheureusement, il n'y avait pas de photos de ceux de Montréal. J'ai contacté Dr Jones en pensant qu'elle en aurait plein. Puis finalement, non, elle n'en avait aucune. Puis j'ai dû aller en France et en Belgique pour en chercher. Et finalement, j'en ai trouvé une. Mais en fait, la raison pour laquelle tout ça, c'est qu'en fait, c'est juste un lapin mort. Vous arrivez, c'est un lapin mort sur un comptoir, quoi, ou mort dans son clapier, dans son enclos. Il n'y a pas l'air d'avoir forcément des signes. Il n'y a pas forcément de perte de poids très marquée ou des fois une perte de poids, mais elle est pas, c'est dur à dire, il faut vraiment les peser. Donc, elle n'a pas mort. Ça, ce qu'elle a si, donc je remercie mon collègue de me l'avoir donné. La particularité qu'il a fait qu'il a eu une photo, c'est qu'il avait de l'hématochésie, donc du sang qui sortait du rectum, qui n'est pas un signe clinique classique pour la MHL. C'est sûr que des hémorragies, on se demande toujours MHL, mais dans ce cas-là, c'est ça qui a fait qu'il a eu une photo de ce lapin-là. C'est un cas confirmé RHDV2. La différence entre les deux, RHDV1 et DRH2, juste pour comparer un petit peu pour comprendre, c'est tous deux, en fait, ils vont provoquer tous les deux ce qu'on appelle une hépatite, donc une infection fatale du foie. Le foie est complètement détruit et arrête de fonctionner. L'incubation est plus longue maintenant avec le RHDV2, 3 à 5 jours est le plus fréquent, puis une mortalité qui du coup prend un peu plus de temps qu'avant. Et ça vous explique pourquoi, en fait, les vétérinaires vont les voir, ces cas-là. En fait, c'est avant, les gens arrivaient juste avec un lapin mort ou les éleveurs trouvaient juste des lapins morts. Maintenant, c'est possible, en fait, que vous voyez le lapin avec des signes cliniques avant qu'il meure parce que la présentation est un peu plus longue. Alors, je voulais juste vous donner un petit peu un exemple de présentation dans un élevage. Donc ça vient en fait de ce qui a été présenté par Dr Jones en 2022. Donc comme elle fait, c'est plus élevage de lapins de compagnie aux États-Unis. Juste pour vous donner une petite idée à quoi ça peut ressembler d'avoir une éclosion au sein d'un élevage. C'est un élevage en Texas en 2020 avec 100 lapins de race mixte, lapins de compagnie. Aucun accès à l'extérieur, nourriture quand même classique, moulée commerciale et foin, donc rien de bien surprenant. Là, en fait, ce qu'a vu l'éleveur, c'est des morts inexpliquées depuis 8 mois. Donc, vous voyez, comme des fois, c'est pas forcément que ça arrive en en une ou deux semaines, c'est que des fois, ça peut s'étaler, puis ça peut être bizarre, surtout dépendamment de comment ça se transmet. Puis, vous voyez aussi une augmentation des taux de mortalité au cours du temps. Donc, plus en plus de mortalité, ce qui faisait qu'en fait, depuis en fait, le début, sur 100 lapins, il y en avait quand même 45 qui étaient morts avant que son élevage soit dépopulé, parce qu'il a été dépopulé à l'époque. Puis, ça touchait les jeunes et les vieux, comme on l'a vu, en fait, il fait les deux. Ce qui est intéressant à noter aussi, puis c'est quelque chose aussi qui peut être un signe d'appel, c'est qu'il avait plus de mortalité pour les lapins proches les uns des autres, forcément. Pour la transmission, c'est plus facile. Aussi, quelque chose d'intéressant, c'est que les lapins des cages du bas étaient plus affectés. C'est un élevage de lapins, bien sûr, de compagnie. En élevage, de lapins de chasse, ça peut être un peu différent, mais
c'est normal que le lapin en bas soit plus contaminé parce qu'il va plus recevoir des sécrétions du lapin d'en haut. Donc ça, des choses intéressantes à noter. Puis pour les signes cliniques qu'ils avaient principalement en fait, pour cette, éclosion-là, c'est abattement, anorexie, ataxie, donc un lapin qui titube et perte de poids. Donc voilà. C'était donc pour donner un petit peu un exemple de ce qui peut se passer dans un élevage. Alors, en pratique, quand est-ce qu'on s'inquiète dans son élevage? Ça va être des mortalités aiguës sur plusieurs lapins, sans signe clinique ou avec certains signes cliniques un peu frustes comme perte de poids si on est capable de l'évaluer, ou surtout abattement, peut-être des signes neurologiques, peut-être des stases. Donc vraiment mortalité aiguë sur plusieurs lapins avec ou sans signe clinique. Ça devrait vraiment vous mettre la puce à l'oreille, au moins appeler votre vétérinaire pour qu'il puisse rapidement venir voir. Alors comment on diagnostique un cas maintenant? C'est sûr qu'il y a des suspicions sur la présentation clinique, mais ça prend vraiment de détecter le virus pour le confirmer. On ne peut pas confirmer une MHL juste sur la présentation clinique, ça va prendre en fait un diagnostic moléculaire. C'est pas un virus qu'on peut cultiver, donc ça repose vraiment sur des tests moléculaires qu'il va falloir faire. Ces tests-là, donc du coup, en fait, ça va être des laboratoires qui vont les faire. Et puis comme c'est une maladie désignée au Québec, les laboratoires vont devoir le déclarer au MAPAC. Donc important de contacter son vétérinaire au plus vite en cas de suspicion pour qu'on puisse débuter tous ces tests-là. Alors, les diagnostics antémortem sont possibles, je vous les mentionne, c'est plus pour, les élevages peut-être de lapins de compagnie, bien sûr pour les lapins de compagnie en tant que tels. On peut faire des tests, au niveau sanguin, qui peuvent donner mettre la puce un peu à l'oreille. Aussi évaluer un petit peu dans le différentiel tout ce qui est maladies qui atteignent le foie, par exemple la torsion de lobe hépatique peut mimiquer une MHL. Des tests sur les urines ou coagulation. En pratique, dans les élevages de lapins de chair, bien sûr, ça va être l'euthanasie du lapin malade et puis la nécropsie. Alors en nécropsie, qu'est-ce qu'on voit? Je vous l'ai mis, si jamais, vous en faites, si mettons votre vétérinaire, est pas disponible ou je ne sais pas si certains d'entre vous le font pour avoir des pour évaluer leur nécropsie. La principale chose qu'on va voir, c'est une modification au niveau du foie. C'est pas systématique. Sur les 2 cas non d'Héral, il y en a qui en avaient des modifications foie, mais pas l'autre. Donc ça peut être une nécropsie complètement normale ou alors le signe d'appel, ça va être un foie friable, donc il se délite quand vous le touchez, pâle ou avec des zones rouges sombres. Ça, c'est parce qu'en fait, le foie est complètement détruit, ce qu'on appelle une nécrose hépatique extensive. Tout le foie est pas mal détruit, en fait, par le virus. On peut avoir des zones piquetées de sang au niveau de différents organes. Donc, vous voyez, poumon, trachée, rein, cœur, rate, foie. Ictère, donc c'est la coloration jaunâtre des séreuses ou des graisses. Et une forme aiguë ou subchronique, on peut avoir d'autres modifications, comme une grosse rate, des lésions au niveau du poumon, aussi des lésions au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des signes cardiaques parfois. Alors ça, c'est des photos en fait de nécropsie. Ça vient d'un article en fait, avec des caches de lapins sauvages aux États-Unis, depuis dans 2022 de mémoire. Donc vous voyez, ils vous ont mis une photo en fait d'épistaxie, donc de sang qui s'écoule par le nez sur un lapin. Une fois, je le répète, si elle est belle la photo, mais c'est pas un classique pour le RHDV2 maintenant. Je voudrais vraiment attirer votre attention sur, l'aspect du foie ici que vous voyez sur la photo en haut à droite. Vous voyez ce foie, il a des zones plus ou moins sombres, plus ou moins claires, comme ici on a une belle zone plus claire. Puis aussi on a comme des petites, patchs de zones plus sombres, plus hémorragiques. Donc ça, c'est vraiment un aspect typique d'un foie avec la MHL. En bas à gauche, la photo C, ce sont des poumons. Je pense que ça saute aux yeux comme quoi ces poumons-là, ils ont pas du tout une coloration homogène. Vous voyez qu'il y a des zones très rouges, sombres, noires qui vont avec de la congestion, de l'hémorragie pulmonaire, donc anormal aussi. Et D, c'est en fait, le sécom et on voit sur la séreuse du sécom qui est comme cette membrane qui recouvre le sécom que, il y a des zones piquetées de rouge, des pétéchis en fait, un peu partout. Donc ça aussi, ça peut être un signe d'appel. La plupart du temps, en fait, c'est des lésions juste au foie, mais ça se peut qu'il y ait pas du tout de lésion, en fait, dépendamment de la vitesse à laquelle le lapin est mort. Pour avoir des lésions qui apparaissent, il faut que ça ait pris un peu de temps, bien sûr. Alors, quels organes à prélever si jamais c'est quelque chose que vous êtes amené à faire? On va prendre les organes, en fait, où il y a une forte réplication virale, bien sûr. C'est là où on a le plus de chances de détecter le virus. Donc ça veut dire le foie, bien sûr, la rate, et de préférence frais ou congelé. C'est possible sur le formol, mais de préférence de prendre plutôt quelque chose de frais ou congelé. On peut détecter dans d'autres tissus ou d'autres organes, comme donc le sérum ou le sang, les poumons, le rein, la moelle osseuse. Il y a d'autres choses possibles. Et avec ça, on va faire des tests moléculaires, comme je vous le disais, donc nécessaires pour la confirmation.
Il y a beaucoup de tests disponibles, ils sont variables en fonction des pays. C'est pas tous les pays qui ont choisi de développer les mêmes tests. Ça va dépendre en fonction donc du coût de la disponibilité, pour faire certains tests. En pratique, ici, Canada-Québec, qu'est-ce qu'on fait? En fait, souvent, donc il va y avoir une suspicion, on va parler avec votre vétérinaire va parler avec le MAPAC. Il peut avoir de l'histologie qui est faite au Québec. Ça va nous aiguiller un petit peu sur est-ce qu'il y a des signes compatibles en histologie ou pas. Et en fait, pour avoir le diagnostic de confirmation, ça va être une PCR et cette PCR, elle est envoyée au Manitoba à Winnipeg. Si la PCR a un résultat un petit peu controversé, qu'on n'est pas sûr à 100, mettons si c'est négatif alors que le cas ressemble vraiment à une MHL, ça se peut qu'on pousse un peu plus loin avec une hybridation in situ qui est un test différent un petit peu, ou alors la microscopie électronique, mais tout est fait à Winnipeg. Et forcément, ça passe par le MAPAC pour envoyer ces tests-là. Alors juste pour parler un petit peu des tests, pour vous expliquer un peu l'intérêt, je vais y aller très rapidement parce que c'est pas le plus intéressant dans la présentation. Quand on parle de la PCR, pourquoi est-ce qu'on l'a fait en priorité pour confirmer? C'est parce qu'elle est très rapide, très sensible et très spécifique. C'est vraiment un excellent test, puis c'est moins probable qu'il se trompe. En général, on va le faire sur certains types de tissus, celui où on a plus de chances d'avoir en fait le résultat. Donc vous voyez là, je vous ai mis un petit peu le nombre de semaines qu'un tissu reste positif après infection chez un lapin. Donc, vous voyez que pour les tissus, les organes, on est à 15 semaines, c'est plus haut. Le sang, le sérum, on va être à 5 semaines, les selles 5. Les urines, il n'y en avait pas vraiment de description dans les articles, mais ça va certainement être proche des selles. Donc, en gros, ça vous explique pourquoi on préfère prendre des tissus souvent pour le diagnostic, parce qu'ils restent positifs plus longtemps. Mais ce n'est pas obligatoire de faire forcément sur des tissus. Quand on regarde sur les autres tests, l'histologie, c'est vraiment, on va prendre un morceau d'organe, on va le découper, le préparer, et on va le regarder au microscope. Puis ce qu'on peut voir, c'est les lésions qui sont induites par le virus, mais ce n'est pas forcément spécifique du virus. Donc ça peut mettre la puce à l'oreille au pathologiste, mais il ne pourra pas le confirmer. L'hybridation in situ, ça se fait sur aussi des tissus qui ont été utilisés par exemple après l'histologie. C'est très spécifique, c'est très répétable, mais par contre c'est cher, donc c'est pour ça que c'est pas fait en priorité. La microscopie électronique, ça fait appel à des microscopes très, très puissants qui sont capables d'aller vraiment regarder au stade, de la taille du virus et donc c'est pas tout le monde qui a un microscope électronique, donc ça, c'est fait aussi à Winnipeg. Puis la sensibilité et la spécificité est plus faible parce qu'il faut voir le virus et le reconnaître. Alors, je voulais vous parler un petit peu de tests de kits commerciaux qui existent et qui sont utilisés par certains éleveurs dans d'autres pays. On appelle des kits commerciaux ELISA, puis il y en a d'autres qui sont en cours de développement. Ces tests-là, en fait, ils ne peuvent pas confirmer la maladie, mais ils peuvent vous mettre la puce à l'oreille, en gros. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont détecter la présence du virus. Donc, je ne parle pas des anticorps qui protègent le lapin s'il a été exposé, mais vraiment, en général, du virus lui-même, puis avec des réactions qui se développent. C'est comme un petit test, un test rapide Covid, un peu, si vous voulez, dans le même genre. Donc on prend ça, on va prendre certains éléments, certains tissus du lapin, comme le sérum, le plasma urine, ou par exemple du liquide dans l'abdomen, si on ouvre l'abdomen, puis on le met, puis on a un résultat en général en 10 à 15 minutes. Donc ça peut mettre la puce à l'oreille, mais ça ne confirme pas. À l'heure actuelle au Canada, j'ai fait le tour de 3 laboratoires qui semblaient potentiellement l'offrir. Finalement, il n'y a que 2 qui l'offrent, mais c'est strictement réservé à la recherche en date de novembre 2023. Est-ce que ça va être ouvert dans le futur pour, par exemple, des éleveurs? Je ne le sais pas. Mais juste retenir que ces tests-là n'ont pas à vocation de confirmer la maladie, mais plutôt d'aider à se dire, OK, j'ai un lapin qui vient de mourir. Est-ce que la probabilité que ce soit ça, est-ce que si c'est positif, bah, ça veut dire que oui, il y a de fortes chances que ce soit ça. Ou alors si j'ai un lapin, ça pourrait détecter potentiellement des porteurs asymptomatiques. Encore que là, il faut faire attention, ça va dépendre des laboratoires, ça va dépendre de comment on le teste, ça va dépendre de beaucoup de choses. Le virus n'est pas présent non plus partout dans tous les organes de la même façon. Donc vraiment à voir, mais ça pourrait être intéressant dans le futur. Ici, je vous ai répertorié en fait tous les laboratoires en fait qui permettent le dépistage de la MHL au Canada. Donc nous, en pratique, on travaille, comme je vous disais, avec le Manitoba, Winnipeg, avec le Centre national des maladies animales exotiques de la SIA. Donc c'est les échantillons qui sont envoyés là-bas et puis ils font très attention pour les envoyer le plus rapidement possible pour avoir les résultats le plus vite possible, bien sûr. Mais ça ne se fait pas pour l'instant au Québec, la PCR. Ensuite, on va passer donc à la dernière grosse partie de cette présentation qui est en fait tout ce qui est traitement et prévention. Donc traitement, ça va être très rapide, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Il n'y a pas de traitement spécifique pour cette maladie-là, c'est une maladie virale. On peut essayer des traitements de support en croisant les doigts, allumant des cierges, mais c'est vraiment, ça va dépendre en fait de la forme de la maladie du lapin.
C'est sûr que c'est important d'isoler le lapin quand ça arrive. En pratique, tout ça, là, ça se fait plus sur des lapins de compagnie. Dans des contextes d'élevage, ça va être en fait l'euthanasie et la nécropsie. Puis bien sûr, d'isoler les lapins malades du groupe pour éviter plus de contamination. Alors la clé, ça va vraiment être, comme il y a pas de traitement, la clé, ça va vraiment être la prévention. Il faut vraiment une très bonne prévention avec la MMHL. C'est ça qui va vous empêcher de la développer dans votre élevage. La prévention va passer par 2 grands axes, seulement la vaccination et la biosécurité. On va d'abord parler de vaccination. Alors, la vaccination, il y a plusieurs types de vaccins. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir des multivalents. Donc, ça veut dire un vaccin qui contient RHPV1 et le 2. Parce qu'il n'y a pas forcément de protection croisée entre les deux, comme on l'a vu. C'est pas parce qu'on met juste le RHPV1 que ça va protéger pour le 2. Il faut vraiment les deux. Il y a différents types de vaccins. Il y a des vaccins européens, comme le Filavac qu'on a ici, qui est importé d'Europe, ou le Novivac. Et puis, il y a un vaccin américain qui est le Medgen. Vous allez peut-être entendre des collègues éleveurs aux États-Unis qui jurent que par leur vaccin. La différence surtout, c'est que le Medgen, en fait, il n'a pas besoin d'inoculation sur des lapins vivants pour sa conception. En fait, les vaccins européens ont besoin de lapins vivants en fait, dans le processus de fabrication du vaccin qui sont tués. Donc ça, c'est la grosse différence entre les deux. Ils ne marchent pas tout à fait pareil non plus. Une chose aussi à noter, c'est que si vous avez des anticorps maternels, donc c'est-à-dire que si la mère avait des anticorps et l'a transmis au petit, ça se peut que si le vaccin est effectué trop tôt, ça ne marche pas. En fait, ça ne permet pas de développer une bonne immunité, parce qu'il y a encore les anticorps de la mère qui viennent finalement dans le lapin. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? En fait, on importe le Filavac, qui est un vaccin en fait européen, donc français, de la filiale Filavie. Ce vaccin-là, il est homologué que pour les lapins de plus de 10 semaines. C'est une seule injection à répéter annuellement et la protection arrive dès la semaine, en fait, dès après 7 jours post-vaccination, donc très rapide. Après 7 jours post-vaccination, votre lapin est protégé. Le temps de retrait au Canada est de 21 jours après l'injection, ce qui, je le précise parce que c'est pas forcément le même en fonction des pays. On a des flacons multi-doses de 10 ou 50 doses qui sont donc possibles. Aussi des fioles à dose unique, mais moins pertinents pour un élevage. Puis juste de souvenir que quand on reconstitue le flacon multidose, il est valable que pendant 2 heures post-dilution. Aussi, quelque chose d'intéressant à comprendre, c'est que ce vaccin-là, il a été créé en fait, pour induire une protection sur au moins 90% des animaux vaccinés. Donc, on n'est pas à 100%, on est à 90%. Donc, ça se peut qu'un lapin vacciné, même s'il a bien été vacciné, développe une maladie, hein. C'est juste que 90%, c'est quand même plus que 90%, c'est quand même élevé, mais le laboratoire ne promet pas un 100%. Puis, c'est pas enfin, tous les vaccins sont un peu comme ça. On a aussi des effets adverses possibles, en fait, post-injection. On peut avoir une augmentation de la température sur un petit 24 heures. C'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup en pratique parce que tout simplement, on les monitore pas, mais c'est possible. On peut aussi avoir des nodules sous-cutanés qui sont peut-être un peu plus faciles à observer et qui, en général, disparaissent tout seuls au bout de 52 jours. On peut aussi avoir des réactions d'hypersensibilité fatale, donc mortelles, qui ont été rapportées, mais ça, vous voyez, c'est dans les rapports de pharmacovigilance post-marketing. Donc, ce n'était pas pendant les études faites sur le vaccin par Filavac. Ça a été rapporté après, puis ça a l'air assez rare. On peut aussi avoir de l'abattement de la dysorexie dans les premières 48 heures. Je l'ai vu rarement sur des lapins de compagnie. Souvent, c'est des lapins qui avaient un peu plus de challenge avec d'autres pathologies. Enfin souvent, comme on ne voit pas souvent, c'est dur de déterminer, mais en tout cas, ça peut arriver. Aussi, une chose, si jamais, bah, manque de bol, un lapin se fait vacciner 2 fois, c'était pas associé à des signes adverses. Ça provoque pas d'avortement sur les femelles gestantes dans les tests qui ont été faits par Filavac. Par contre, ils n'ont pas testé l'effectivité, enfin l'effet sur la fertilité, sur les lapins, du vaccin. Alors, pourquoi vacciner? C'est toujours la question, est-ce que ça vaut le coup de s'investir dans le vaccin? C'est des coûts en plus, c'est de la manipulation de lapins en plus, et puis surtout, ben, pour les élevages de lapins, on n'est pas mal que sur les reproducteurs parce que les lapins sont amenés avant à l'abattoir ou alors ils sont vendus pour les élevages de lapins domestiques avant à leurs propriétaires. Donc, pourquoi ça vaudrait le coup de vacciner ces reproducteurs finalement? Alors, tout dépend un petit peu des reproducteurs que vous avez, si vous avez ou pas des reproducteurs, et puis si vous avez travaillé très très fort pour avoir un bon pôle génétique avec vos reproducteurs, ça peut vraiment valoir le coup. Pourquoi? Parce que d'abord, ce vaccin-là, il va faire une protection à 100% dans les études contre les signes cliniques de la maladie et les mortalités. Donc, si vous les vaccinez, vos lapins ne vont pas développer de signes, ils ne vont pas mourir. C'est quand même bien. Bien sûr, comme on disait, au moins 90% des lapins vaccinés. Mais dans les études, c'est quand même très très bon, c'est souvent du 100%. Ça semble aussi empêcher l'expression virale. Si votre lapin est vacciné, ce qui ressort dans les études, c'est qu'il ne va pas excréter le virus.
Donc ça aussi, c'est très bon, c'est-à-dire qu'en le vaccinant, vous l'empêchez aussi de transmettre aux autres lapins autour de lui, donc ça va être plus simple de contrôler une infection si ça rentre dans votre élevage. L'autre question aussi qu'on peut se poser avec ce vaccin, c'est oui, mais au-dessus de 10 semaines, qu'est-ce que ça donne si je vaccine des lapins en dessous de 10 semaines? Alors tout d'abord, je tiens à préciser qu'il n'y a pas forcément beaucoup de vétérinaires qui vont accepter de vacciner les lapins en dessous de 10 semaines parce que le laboratoire ne dit pas ce que ça va faire ou ne recommande pas la vaccination en dessous de 10 semaines. Donc on est un peu tenu parce que le laboratoire impose. Filavac a fait aucune étude sur des lapins de moins de 10 semaines. Par contre, depuis le temps, on a une étude qui est sortie de 2019 notamment, où ils vaccinaient des lapros de 4 semaines. Et ce qui ressortait de ça, c'est que les lapros étaient protégés contre les signes cliniques de la maladie et contre les mortalités, sachant que ces lapins-là, dans le setup qu'ils avaient, ils n'avaient pas d'anticorps maternels. Donc quand il y a des anticorps maternels, ça peut vraiment beaucoup jouer, et puis on peut avoir la fausse sensation qu'ils sont protégés alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils avaient encore leur anticorps maternel qui venait jouer là-dedans un petit peu. Donc, et puis ça n'empêcherait pas une excrétion virale. C'est-à-dire que dans l'étude, il y a certains lapins qui étaient positifs dans leurs organes, c'est la prolate 4 semaines, quand ils sont testés à la nécropsie. Donc juste savoir ça, je vous le dis, c'est quelque chose à discuter peut-être avec votre vétérinaire si vous voulez. Dans des contextes de refuge, il y en a qui pourraient le faire et le répéter en fait, donc le faire plus tôt et puis le répéter à 10 semaines pour être sûr que ça commence à protéger. Dans un contexte d'élevage, c'est vraiment à considérer. Je pense que c'est intéressant pour les reproducteurs, pour les autres, ben, ils ne rentrent pas dans la case en fait applicable pour le Filavac. On va passer maintenant à la biosécurité. Alors vraiment un point très, très, très important. Je sais que c'est pas toujours agréable la biosécurité, mais c'est ce qui vraiment va faire la différence pour la maladie hémorragique du lapin. Alors, dans les généralités, ça va être de privilégier les enclos intérieurs. C'est rare qu'on ait des extérieurs en élevage de lapins de chair, mais ça peut arriver en élevage de lapins de compagnie. Donc, privilégier les enclos intérieurs pour éviter les contaminations par la faune sauvage. Ne pas introduire des lapins d'origine inconnue. Connaître en fait son fournisseur quand on introduit. Puis aussi les mesures qu'il prend, lui, pour se protéger. Ne pas entrer en contact avec des lapins de la faune sauvage pour ne pas ramener ça dans votre élevage. Ne pas relâcher le lapin dans le milieu de la faune sauvage pour ne pas contaminer les milieux de la faune sauvage. Éviter les rassemblements de lapins, plus pour des éleveurs de lapins de compagnie qui font des shows. Reporter des cas suspects à son vétérinaire rapidement. Ça sert à rien vraiment, je pense, de fermer les yeux en se disant que ça va passer parce que c'est le genre de maladie en fait qui se répand tellement rapidement que vous pouvez très très vite être dépassé si vous n'avez pas été tout de suite très proactif sur des mortalités. Faire des nécropsies, pareil, si on se dit que peut-être que sans faire la nécropsie, bah, on n'aura pas le problème en face de soi, mais ce type de maladie-là, en fait, permet pas, on peut pas s'en sortir. C'est tellement contagieux que ça va avoir un retour de flamme énorme si jamais on n'est pas proactif. Puis disposer les corps selon les réglementations en vigueur, bien sûr, parce que c'est très contagieux, ces carcasses-là. Alors, au niveau de l'alimentation, qu'est-ce qui est recommandé? Connaître la provenance de la nourriture, au fait, notamment pour le foin. C'est rarement un problème avec la moulée, mais le foin peut être porteur. Puis s'assurer que c'est exempt de contaminants. Si vous voyez des excrétions d'animaux sauvages, moins bon. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est ce qui est recommandé. J'ai bien conscience que c'est peut-être des mesures très intenses, que c'est difficilement applicable dans des contextes dépendamment de vos fournisseurs et dépendamment de ce que font les fournisseurs. Je pense que c'est plus dans la cour des fournisseurs que dans la cour des éleveurs, mais voilà, je vais vous dire ce qui est recommandé. J'ai bien conscience que c'est pas forcément évident, facilement applicable. Ce qui est recommandé, c'est de faire des quarantaines des foins ou des items comestibles à base de foin paille, et la SIA va recommander 8 mois ici. Aux États-Unis, c'est 3 mois qui est recommandé par l'USDA. C'est ce que fait par exemple Oxbow, qui est un grand fournisseur de foin de lapin de compagnie. Il n'y a pas de cas dans la faune sauvage au Québec pour l'instant, comme on le disait, mais est-ce qu'on les loupe? C'est fort possible. Donc, dépendamment de qui vous approvisionne en foin pour vos lapins, c'est à voir. Il faut quand même avoir les capacités pour stocker pendant 8 mois du foin et aussi les ressources. Mais bon, voilà ce qui est recommandé. Aussi, ça, c'est plus une note pour les éleveurs de lapins de compagnie, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait en élevage de lapins de chair. Mais s'il y a des légumes et des fruits, il faut bien sûr privilégier des cultures hors sol ou couvertes pour éviter le contact avec la faune sauvage. Puis bien laver ces éléments et les éplucher si possible, si on en peut. Mais surtout bien les laver. Au niveau prévention biosécurité, c'est assez basique comme recommandation, mais c'est vraiment un rappel de qu'est-ce qui est recommandé. Se laver les mains avant d'entrer dans la zone et après retrait des protections physiques. Donc, on se lave les mains beaucoup de fois. On se les lave entre les enclos des lapins pour ne pas propager. Très, très important parce que vous l'avez vu, il est très résistant ce virus-là. Vous allez l'amener avec vous sur vos mains s'il est là. On fait des quarantaines strictes recommandées 14 jours au minimum pour la MHL. 14 jours de recommandés. Ça peut aller jusqu'à 30 jours dépendamment des institutions. Et ça, c'est pour tous les lapins ou ceux qui reviennent de concours. Vos lapins, par exemple, si vous êtes un éleveur de lapins de compagnie, vous allez faire des concours avec votre lapin, c'est aussi
une quarantaine nécessaire quand il revient dans votre élevage. Alors, ça va être important aussi d'utiliser des matériaux différents, identifiés pour les nouveaux lapins qui rentrent dans votre élevage, s'il y en a. La colonie classique là et puis, bien sûr, les lapins qui ont été isolés parce qu'ils sont malades et pas d'utiliser les matériaux entre ces 3 groupes-là. Aussi, bien faire évaluer les protocoles de biosécurité par le vétérinaire traitant. C'est important que vous ayez un protocole bien mis en place et évalué, en fait, conjointement avec votre vétérinaire et exiger que si jamais vous avez des visiteurs qui viennent, qui portent des mesures, en fait, des protections de biosécurité strictes. Donc on parle de surchaussures, de sarraux, de protection de cheveux, de gants, mais vaut mieux plus que pas assez. Surtout que maintenant qu'on sait qu'il y en a eu au Québec. Aussi en matière de biosécurité, alors ce que je vais dire, c'est vraiment les recommandations qui sont faites. Je comprends bien que des fois la faisabilité dans le contexte de l'élevage cunicole au Québec est plus difficile. Donc c'est vraiment, je vous le partage, j'ai conscience que ça peut être difficile, mais ce qui est recommandé, c'est d'éviter le prêt de matériel entre les élevages et ça notamment, éviter par exemple, idéalement ce que je sais qui est fait à l'heure actuelle et que je comprends que c'est difficile de faire autrement, c'est le camion, en fait, qui passe d'élevage en élevage pour récupérer les lapins pour les emmener dans les abattoirs en Ontario. Ça, si c'est fait, idéalement, il faudrait s'assurer que les équipements, en fait, sont bien lavés au moment où ils arrivent, au moment où ils repartent et qu'ils soient séchés. Alors ça aussi, je comprends bien que c'est très complexe parce que c'est bien beau, quand il fait chaud ou quand il fait pas trop froid, mais l'hiver au Québec, ça prend d'avoir un dock, d'arrivée qui est fermé pour qu'on puisse être capable de nettoyer, en fait, correctement le véhicule et le faire sécher et je comprends bien que ça demande, en fait, de créer des installations et que c'est un coût, en fait, qui est difficilement faisable à l'heure actuelle, surtout après les années un peu difficiles de la covid pour les éleveurs au Québec. Donc je le mentionne, je sais que c'est pas forcément facilement réalisable, mais c'est vraiment ce qui est recommandé à l'heure actuelle. Aussi, s'assurer que les allées sont restreintes et sécurisées pour pas qu'on ait des gens qui passent, qui ont rien à faire là, ou alors de minimiser au maximum les allers-retours, entre les différentes enclos des lapins. Avoir un bon programme de lutte contre la vermine, les rongeurs, les mouches, donc tout ce qui est insectes, tout ce qui est, rongeurs, donc pas les laisser rentrer dans l'élevage ou avoir des systèmes pour, ne les empêcher de proliférer. Assurer une formation adéquate du personnel sur l'exploitation, c'est important qu'il soit au courant de ce qu'est la MHL et comment elle peut se transmettre pour aussi la reconnaître, les formes cliniques. Et si jamais votre personnel a des lapins de compagnie à la maison, de les vacciner pour éviter que eux vous ramènent la MHL dans votre élevage. Alors au niveau des désinfectants, je vous l'ai dit, c'est un virus qui est très résistant, donc il va falloir utiliser les bons désinfectants. Donc là, je vous cite les 3 plus classiques, puis après vous allez voir, il y a une référence pour les chercher si jamais c'est pas dans la liste. Alors, on commence par, l'eau de Javel, le grand classique. Ce que je tiens à souligner, c'est qu'il y a à la fois la dilution et le temps d'application et c'est très important de respecter les 2 parce que sinon ça va pas marcher. Donc vous voyez, Javel à 10 de dilution pendant 5 minutes de contact. Donc ça veut dire que c'est pas on asperge et puis on essuie tout de suite après, c'est qu'on asperge, on laisse agir pendant 5 minutes, il faut que ce soit humide pendant 5 minutes et après seulement on essuie. Alors, on a toujours du mal à trouver les dilutions, comment on fait ça et puis aussi combien de temps on peut les conserver. Donc je vous ai mis tout ça à droite là sur, la conservation après, quand c'est fait. Donc à changer tous les 24 heures. Il y a aussi le Virkon qu'on peut utiliser à une concentration de 1 et ça, c'est un temps de contact de 10 minutes. Important de respecter aussi. Ou sinon, il y a le peroxyde d'hydrogène accéléré, ce qui peut être appelé Rescue, il y a d'autres noms pour ça. Celui-ci, ça va être une dilution 1/16 qui tue le virus pendant 5 minutes. Alors, il y a d'autres désinfectants possibles. Je vous ai mis là une liste de produits un lien que vous pouvez, suivre, pour voir si, mettons, votre désinfectant est pas dans la liste, est-ce qu'il va marcher? Chose très importante à retenir, on a beaucoup de gel hydroalcoolique avec la covid, mais ce n'est pas efficace contre les RHDV. Donc il faut vraiment se laver les mains. Juste se mettre un gel hydroalcoolique entre les enclos ne marchera pas. Ça ne va pas tuer votre virus, malheureusement. Alors, en cas de cas suspect, vous avez des cas bizarres là, de mortalité, le temps que tout se mette, que vous ayez les résultats, tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, pour la désinfection, il faut retirer toutes les matières organiques, tous les débris avant de désinfecter. Donc ça veut dire qu'on va récolter en fait tout ce qui est litière, matière organique et idéalement, il faut un double sac. Premier sac, on met dedans, un deuxième sac par-dessus et on va désinfecter le pourtour du deuxième sac et bien sûr se référer aux recommandations du MAPAC pour ça, pour la disposition. Ensuite, on lave d'abord à l'eau et au savon, puis on rince et on laisse sécher et après seulement on applique le désinfectant avec le bâton de contact. Puis il faudrait que ça reste mouillé pendant tout le temps de contact. Je le précise parce que des fois, c'est pas forcément évident pour tous les membres du personnel parce qu'ils n'ont pas été formés en fait à ça. Ensuite, on rince bien, surtout si on va remettre après en contact avec d'autres lapins. Il faut laisser sécher et bien rincer. Enfin, bien rincer, laisser sécher.
Puis bien sûr, dépendamment de ce que le MAPAC va vous dire, si, il peut y avoir des restrictions sur la période sans introduction de nouveaux animaux, vous pouvez être bloqué pour réintroduire de nouveaux animaux, le temps que tout soit, élucidé. Alors, si jamais il y a un cas suspect, vraiment, ce qu'il va falloir faire, c'est suivre les recommandations de votre vétérinaire en contact avec le MAPAC. C'est vraiment via le MAPAC qu'il va y avoir un échange étroit avec votre vétérinaire pour évaluer au mieux comment gérer la situation. Important d'isoler immédiatement tout animal suspect, de ne pas le laisser dans le groupe. Et important de s'occuper des matériaux infectés. Et bien sûr, on ne relâche pas de lapin dans la nature. Alors, toujours la grande question, c'est oui, mais si j'ai un cas confirmé, qu'est-ce qui se passe dans mon élevage? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont faire une dépopulation totale? Est-ce que si j'ai vacciné mes reproducteurs, eux vont pas être tués? Est-ce qu'il va y avoir des répercussions sur toute la filière avec les contacts qu'il y a entre les différents membres? Est-ce que je vais avoir des compensations financières s'ils sont obligés de tuer tous mes lapins? Vraiment beaucoup de questions. Malheureusement, j'ai pas les réponses. C'est à date, ce que j'ai eu comme, discussion avec, mes contacts au MAPAC, c'est que c'est vraiment des directives qui vont provenir de la SIA. Certainement que ça va être du cas par cas en fonction du cas lui-même, de l'épidémiologie, de ce qui s'est passé. Pour répondre à la question des lapins vaccinés, ce serait quand même surprenant, sachant ce qu'on a dans la littérature, comme quoi ces lapins-là n'excrètent plus quand ils sont vaccinés, donc il y a pas de risque qu'ils contaminent les autres, qu'ils soient tués. Mais ça reste vraiment une décision de la SIA et du MAPAC, franchement. Donc ça reste que c'est eux, au cas par cas, qui vont décider ce qui se passe dans votre élevage. Voilà, donc malheureusement, j'ai pas plus d'informations là-dessus à l'heure actuelle. Je pense que ça va vraiment être variable. Certains pays ont fait des choses différentes en Europe versus aux États-Unis. Ça a été très variable. Il y en a qui ont fait des dépopulations dans des zones endémiques et en zone endémique, ils ont arrêté la dépopulation. Donc c'est très, très variable. Il me reste encore juste quelques minutes pour vous parler en fait de la dernière partie, qui est en fait où chercher les bonnes informations. Donc comme je vous le disais, c'est ce que je vous présente ici, c'est en date de ce qui a été publié ou qui est sorti depuis jusqu'en en fait novembre 2023, donc 1984 jusqu'à novembre 2023. Mais comme c'est une maladie tellement évolutive, un peu comme la Covid, il faut savoir où chercher les bonnes informations parce que ça peut changer au cours du temps, bien sûr. Donc, bien sûr, vous avez le réseau. Vous connaissez tous le réseau qui donne vraiment des bons renseignements et puis qui vous tiennent au courant de la situation. Donc, c'est votre intermédiaire privilégié. On a aussi ce site-là, du Canadian Animal Health Surveillance System, que vous pouvez accéder en fait. Et ça donne vraiment plus de nouvelles au niveau du Canada. Un petit peu moins facile d'accès, de recherche, mais les données sont là. Si vous êtes confortable avec l'anglais, il y a le RSG Awareness qui est vraiment un très bon site avec énormément de données en anglais, mais qui est basé aux États-Unis. Donc voilà, donc en conclusion, méfiez-vous de l'hémorragie hémorragique du lapin. Elle est arrivée au Québec, elle est parmi nous. Pour l'instant, on n'a pas d'autres cas depuis juillet 2023, en date de novembre 2023, bien sûr. Mais gardez l'œil ouvert parce qu'elle est arrivée, elle est là, donc elle peut ressortir à tout moment. Et puis renforcez vraiment bien votre biosécurité dans votre élevage pour ne pas qu'elle passe et qu'elle rentre dans votre élevage et qu'elle fasse des dégâts. Je voulais vous remercier le MAPAC en fait pour m'avoir donné l'opportunité de faire cette conférence, puis vous remercier à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Merci.